si je prends les questions qui vous concernent directement, Monsieur Oui, Rakouts, oui, alors quelle est la matière de base pour TIPA et est-ce que c'est du compostage industriel ou domestique? d'accord. Alors la matière, en fait, TIPA utilise un assemblage. C'est un mélange de plusieurs polymères qui sont tous entièrement compostables. On va mélanger des polymères qui sont biosourcés, donc comme de l'amidon de maïs, comme des dérivés de la canne à sucre, comme de la pulpe de bois, mais on va aussi trouver des polymères d'origine fossile, mais qui sont bien sûr tous entièrement compostables de la même façon et entièrement biodégradables. D'accord. Donc pour nous, ce qui est le plus important, ce qui aujourd'hui fait défaut, c'est les traitements et c'est la fin de vie. La production de plastique et la production de polymères est plutôt maîtrisée et plutôt propre, entre guillemets. Le problème majeur, ce qui pose, c'est justement ce qu'ils deviennent. Et c'est pour ça que l'axe de travail de TIPA, c'est de se focaliser sur la fin de vie et donc sur la biodégradabilité et le compostage total de toutes les matières utilisées. Alors, Sur la question du, c'est un sur la question compostage du niveau, domestique? Oui, oui. sur la question du niveau de compostage, on a les deux. D'accord. En fait, il s'agit aujourd'hui, on a des films qui sont certifiés OK compostage domestique. C'est notamment le cas pour les produits frais, pour les produits surgelés. L'épicerie sèche qui demande des propriétés de barrière et de conservation plus importantes sur des barrières anti-oxydation et anti-humidité, avec un temps de conservation qui est de plusieurs mois jusqu'à 6-12 mois. Aujourd'hui, on a une technologie qui est certifiée compostage industriel, mais dont on est déjà en route pour permettre une certification de compostage domestique sur l'intégralité de la gamme TIPA, y compris sur les films barrières, dans la perspective de la loi AGEC du 1er janvier 2022, qui ne réservera l'allégation de compostable uniquement aux emballages qui seront certifiés compostage domestique. Y a-t-il des additifs qui ne sont pas biodégradables, compostables dans vos produits? Oui, certainement, mais en tout cas pas de ce qu'on utilise chez TIPA. On ne met pas de vernis, on n'utilise que des matières dont on est certain de leur biodégradabilité en conditions de compostage et certifiées par les laboratoires indépendants. Ok. Alors, avez-vous une idée du pourcentage de vos produits qui sont vraiment compostés? Est-ce que vous avez des retours? C'est une bonne question et se pose justement la question de l'accession aux filières. Aujourd'hui, on a des filières de compostage industriel qui sont en train de se mettre en place, qu'il s'agit de structurer. Et c'est bien tout l'enjeu, effectivement, de ce groupe de travail et de faire en sorte de faire travailler les acteurs ensemble pour, effectivement, trouver les conditions d'acceptation d'une partie des emballages compostables dans le flux des biodéchets. Je pense qu'un des gros enjeux, c'est la communication, et c'est effectivement la capacité à repérer et à pouvoir faire en sorte que ce qui sera mis dans le flux des biodéchets sera réellement compostable. Des idées sont de travailler sur un marquage transversal, un marquage générique avec une forme géographique donnée ou avec un code couleur donné qui pourra être intégré sur tous les emballages compostables certifiés et mis sur le marché, de façon à pouvoir faciliter le repérage à la fois par les consommateurs, par les gens en centre de tri en fonction des erreurs possibles, et par les centres de compostage pour garantir la qualité de ce matériau. Merci. Alors après, il y a plusieurs questions que je suggère de reporter à la deuxième partie, puisque ça concerne la valeur nutritive des emballages compostés pour les plantes et le sol. On y reviendra en particulier avec Christophe de Boissoudy. Et comment est-ce qu'on finalement gère le compostage au niveau des déchets compostables dans les régions qui en ont. Ça, c'est Michel Knorr qui va en parler tout à l'heure. On pourra reparler de ça tout à l'heure. Quelqu'un dit, il me semble que vos emballages sont partiellement biosourcés, la part pétrosourcée est donc également compostable, point d'interrogation? Oui, exactement. Effectivement, c'est le point que j'abordais tout à l'heure. On a, suivant les gammes, on est entre 30 et 70% de part biosourcée. Et donc, le complément en part pétrosourcée. OK. Alors, il y a une autre question de V-Barbe, je ne sais pas qui le V, quel est le prénom derrière, sur la question de la dépolymérisation en milieu aquatique. Alors, c'est une question qu'on va aborder demain. Donc, je vous invite à revenir dans le webinaire de demain, puisqu'il va traiter précisément de la biodégradabilité. Et en particulier, on aura l'exemple apporté par Stéphane Bruzo qui travaille sur des polymères dégradables en milieu aquatique. D'ailleurs, Stéphane Bruzo, qui est là, indique excellente démonstration comme quoi le recyclage ne peut pas être considéré comme l'unique fin de vie,
et qu'il faut évidemment imaginer d'autres voies. Donc là, je pense qu'on a effectivement des voilà. commentaires. C'est pour ça, effectivement, voilà. Ouais, Jean-Jacques, pour justement aussi sur la thématique de la journée, je pense qu'effectivement, il faut vraiment envisager des solutions qui soient complémentaires. Il y a du recyclage qui fonctionne bien, il y a des pistes qui sont intéressantes, mais je pense qu'il est vain de penser que le recyclage sera l'arme ultime et l'arme unique de gestion de la fin d'usage et de la fin de vie de tous les emballages, et en particulier des plastiques. La complémentarité des solutions doit nous permettre collectivement de trouver, et on a besoin de tous les efforts de chacun. Le point de départ, je pense qu'il y a consensus sur le fait que le point de départ est inquiétant, et qu'il faut arriver à trouver des solutions pour arrêter le robinet de mise en marché de ces tonnes de plastique dont on ne sait pas quoi faire et dont on ne sait pas quoi gérer, et dont la production s'accumule, soit enfouie en enfouissement, soit en destruction, en incinération, mais qui pose aussi d'autres externalités, problèmes d'externalités négatives. Voilà, il faut se mettre tous ensemble en mode plutôt collaboratif, plutôt que de vouloir opposer des filières. Et effectivement, la thématique d'aujourd'hui est assez bien posée. N'opposons pas les filières. L'objectif commun est suffisamment ambitieux pour qu'on puisse tous travailler ensemble. Une question, oui, je signale, Jean-Jacques, une question sur laquelle on pourrait revenir et qui s'adresse peut-être plus spécialement à Oriane Broussard, qui est celle de Patrick Dabert, sur combien de fois peut-on recycler les plastiques? Et puis ensuite, il y aura une question sur la question sanitaire, enfin sur le point des aspects sanitaires avec la collecte des biodéchets. Ça plutôt du côté, à mon avis, plutôt de voir auprès d'un acteur du gestionnaire de compost. Oriane, est-ce que vous pouvez répondre à la première partie? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une question qui revient souvent, hein, qui est de savoir combien de fois on peut recycler les plastiques. Il y a souvent le chiffre 7, qui est de 7 fois pour des plastiques, qui revient. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on recycle donc le plastique qui est dans des conditions mécaniques, hein, donc c'est-à-dire que on parle du recyclage mécanique, là, qui est de venir réextruder finalement de la matière pour le recomposer et en refaire, en fait, rendre disponible la matière pour en refaire une autre forme, par exemple. Donc ça, on sait que ce recyclage mécanique, finalement, va venir dégrader une partie des propriétés mécaniques initiales. Et donc souvent, on est obligé de soit réinjecter en partie, mais pas pour toutes les applications, ça dépend vraiment des applications, avec soit de la résine vierge, faire des mix qui permettent de rebooster les propriétés mécaniques. Donc, faut bien avoir en tête qu'effectivement, on peut être limité en nombre de boucles. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de chiffres techniques, hein. C'est vraiment le travail du régénérateur et du recycleur de travailler sa matière recyclée pour avoir les propriétés mécaniques visées. C'est pour une application visée, toujours. Par contre, si on parle de recyclage chimique, par contre, là, on n'est absolument pas limité en termes de boucle de recyclage, puisqu'on revient finalement à une qualité identique à celle du vierge. Voilà. Merci. Alors, il y a d'autres questions que je mets de côté pour le moment. Je voudrais revenir sur la question du recyclage, puisque, en fait, Oriane Broussard et Nicolas Pont, vous avez expliqué qu'un certain nombre d'emballages souples, polypropylène, polyéthylène, ne sont pas recyclables. Mais alors, ce terme recyclable, il est un petit peu ambigu, parce que finalement, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas techniquement recyclables ou qu'il n'y a pas de filière de recyclage propre? Je sais qu'il y a des travaux, des recherches-développement pour développer des filières de recyclage de polypropylène souple. Alors, quand vous utilisez ce terme, finalement, est-ce que vous voulez dire qu'on n'y arrivera pas finalement à augmenter le pourcentage d'emballages souples qui sont actuellement recyclés, à environ 5%, un peu moins? Ou est-ce que, en fait, quels sont les freins qui finalement se posent devant ce recyclage de ces matières souples? Peut-être Nicolas pour commencer, puis ensuite Oriane. Oui, les freins pour ce qui concerne les plastiques d'origine ménagère, ils sont multiples et c'est notamment dû à la souillure qui est intrinsèque à ce type de déchets. Comme je vous ai montré au tout début, on a plus de possibilités de recyclage sur les déchets industriels parce qu'ils sont propres et ils n'ont pas été mélangés.
Le problème du plastique d'origine ménagère, c'est qu'il passe par une collecte en mélange, par un centre de tri qui va encore remélanger tout ça. Et donc, on a du mal à avoir une qualité de produit plastique qui va être facilement recyclable. Parce qu'il y a des impuretés à l'intérieur des matériaux triés, on n'a pas des outils qui sont à 100% fiables. Et il y a cet aspect souillure qui rentre aussi en ligne de compte, donc tout ce qui est huileux, tout ce qui est organique, qui perturbe quand même pas mal les bains, notamment à l'entrée des usines de recyclage. Donc pour répondre à votre question, techniquement, est-ce qu'on saurait recycler aujourd'hui du polypropylène souple, ou est-ce que c'est techniquement quelque chose qui est trop compliqué? Non, techniquement c'est possible. Il n'y a pas de filière en France, mais elles existent à l'étranger. On peut dire qu'en Allemagne ou en Espagne, il est possible de le faire. Le problème, c'est que ces filières, elles sont saturées actuellement, et donc les volumes de PP souple issus des ménages actuellement n'ont pas de débouché parce que les places sont prises par les autres pays européens qui ont leur propre usine. Mais techniquement, il n'y a pas de problème pour recycler du PP souple. Donc l'argument de M. Racoud disant finalement quand on n'a pas de solution, on n'a pas finalement à la fois les débouchés mais aussi les moyens de créer une filière propre pour telle ou telle matière, s'ils sont compostables, pourquoi ne pas diriger ces emballages compostables vers le compostage? Oui, ça aurait du sens de justement pouvoir les remplacer, enfin que ces plastiques compostables, souples, puissent remplacer surtout des films complexes qui, eux, n'auront jamais de solution. Donc là, on parle de mélange de PET, PE, PA, aluminisé, et de toutes sortes. Là, effectivement, pour ces plastiques-là qui n'ont pour l'instant pas de solution, qui n'en auront plus, jamais, à ce moment-là, oui, l'idée de les remplacer par des plastiques biosourcés, ça a du sens. Je vais juste compléter. Oriane, oui. Sur du coup les emballages souples PP. Donc actuellement en Europe, il n'y a aucun acteur qui est complètement dédié au souple PP. C'est-à-dire que si aujourd'hui on sortait des balles de souple PP issus des centres de tri, on n'arriverait pas à trouver des repreneurs de matière. Et pour le PET en souple PET, PP. Oui. PP. Oui, mais en souple PET, par contre, est-ce que c'est... En souple PET, c'est la même chose en termes d'emballage ménager. En fait, aujourd'hui, en tout cas pour les emballages ménagers, même pour les souples PP ménagers, aujourd'hui, on n'a pas d'acteur. Pour les PET, en termes d'emballage ménager, le gisement est vraiment minuscule. On a beaucoup de complexes plutôt des films PET, PE, tout ce qui est barquette. Mais des films 100% PET, aujourd'hui, il y en a quasiment. Alors, les barquettes, par contre, il y a déjà beaucoup de pays qui les recyclent très bien. On est en train tout à fait de développer la filière de recyclage des barquettes PET dédiées avec des opercules. C'est des choses qui sont en train d'être montées. Alors, je voudrais juste prendre la parole parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions qui concernent un peu l'arbitrage entre la voie compostage industriel ou compostage atome, avec une question qui est pourquoi les opposer, et puis à laquelle on peut faire confiance. Il y a ces deux questions. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne voit pas bien d'acteurs. Est-ce que les acteurs, il y a une autre question qui va avec, c'est est-ce qu'il y a-t-il un regroupement des industriels de l'emballage pour organiser la filière de compostage industriel de la part de monsieur ou madame Guillaumard? Alors peut-être que c'est Nicolas qui peut répondre à cela. Il y a vraiment la poule et l'œuf, c'est-à-dire comment est-ce qu'on enclenche la possibilité de faire du compostage suffisamment bien organisé comme une sorte de contrat social entre acteurs. Jean-Pierre, vous vouliez prendre la parole là-dessus? Oui, alors je pense qu'effectivement, il n'y a pas de sujet d'opposer les deux filières de compostage industriel et domestique. Je pense notamment qu'ils sont nécessairement complémentaires. Dans la feuille de route qui est donnée au territoire pour mettre en place l'obligation de traitement et de collecte sélective des biodéchets à horizon 2023, chaque territoire, en fonction de son profil d'habitation, va mettre en place des solutions qui seront complémentaires. On peut imaginer que les solutions de compostage industriel des biodéchets seront massivement utilisées pour les zones denses, les zones à habitation importantes. Mais pour des zones plutôt rurales, où déjà la pratique du compostage est déjà une réalité, et il va falloir démontrer
aussi que les gens s'y conforment. Mais il y aura moins de sens économique à organiser des tournées dédiées, alors que les gens ont la capacité de pouvoir organiser eux-mêmes le traitement de leurs biodéchets. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une complémentarité. Il n'y a pas une filière qui va se développer au détriment de l'autre. L'enjeu, c'est bien de donner des solutions accessibles et réalistes à chacun des citoyens pour pouvoir gérer au mieux leurs biodéchets. Et nous, l'enjeu, effectivement, c'est de se dire qu'à partir du moment où cette solution elle va être donnée aux consommateurs, ayons l'intelligence, ayons la capacité à pouvoir se servir de cette technologie avec des emballages dont effectivement ça fait du sens et il y a une logique, il y a une proximité d'usage et d'utilisation avec de la fraction organique, avec quelque chose qui est proche du geste de compostage, pour pouvoir trouver des solutions de gestion raisonnée des emballages souples, qui sont légers, qui sont volatiles, qui n'ont pas de valeur économique, etc. etc. Donc, moi, je prône vraiment ce bon sens-là, mais ça passe par effectivement l'organisation qu'on attend d'un éco-organisme, qu'il aille au-delà de son seul investissement et de son seul, on va dire, organisation que du recyclage, mais de considérer que le recyclage organique doit faire partie aussi des solutions à pousser pour que collectivement en France, on ait des meilleurs résultats. Oriane, avant de vous repasser la parole, je voulais passer la parole à Christophe de Boissoudi qui voulait aussi intervenir, semble-t-il. Alors non, en fait, je voulais intervenir. Ah bon, je pensais que vous avez... Ça a été dit par Jean-Pierre et je reprendrai la parole de toute façon. Ok, vous intervenez bientôt de toute façon. Oriane, est-ce que vous voulez répondre juste à Jean-Pierre Racoutz? Oui, tout à fait. Non, on n'est pas du tout fermé à la possibilité que la filière se développe. On a fait donc toute une réflexion, hein, c'est un sujet sur lequel Citeo a pas mal travaillé, et on en est arrivé à la conclusion que le compostage des emballages ménagers a vraiment un sens lorsqu'il permet de favoriser la collecte des biodéchets pour un compostage. Donc, on a identifié certaines applications qui ont clairement du sens, hein, qui sont par exemple les sachets de thé, qui vont être les capsules de café, qui vont être les sacs de biodéchets, les sacs de fruits et légumes, par exemple, là où on sait qu'on a de la matière organique qui est difficilement séparable finalement par le consommateur de l'emballage initial. Et là, on est clairement en phase que c'est des choses qu'il faut qu'on développe. Aujourd'hui, la filière de compostage, elle ne va pas se faire uniquement, donc il ne va pas y avoir une règle à l'échelle du territoire national. On va avoir finalement une mixité des dispositifs, que ce soit en compostage industriel, domestique ou méthanisation. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on gère ça et quelles guidelines en termes d'éco-conception on peut donner pour pouvoir mettre un emballage et le dire compostable et qu'on ne se retrouve pas avec des emballages compostables industriellement dans un compost à domicile, par exemple. On ne se retrouve pas dans ces cas de figure-là. Et il faut aussi avoir en tête qu'un emballage, ce n'est pas uniquement une résine compostable, il y a des éléments associés. Si par exemple, on prend un sac de fruits et légumes, il y a souvent une étiquette, il y a souvent du coup des cols, il y a souvent donc un élément soit en papier, soit en plastique PP ou PE. Donc, c'est jamais uniquement une résine. Et donc, il y a aussi le travail à faire sur tous ces éléments associés. Comment est-ce qu'on les gère et comment on les prend en compte dans notre développement packaging. Merci. Alors, on va bientôt passer à la deuxième partie. On est déjà pas mal en retard. Nicolas Pont, vous voulez éventuellement compléter? Je vois que vous avez allumé votre caméra. Ou pas du tout? Excusez-moi, j'ai été déconnecté pendant quelques secondes. Vous pouvez me redonner la question? En fait, c'était juste, est-ce que vous vouliez réagir par rapport à ce que disait Jean-Pierre Racoutz sur le fait que voilà, il faut arriver à trouver un équilibre finalement entre recyclage et compostage, et que ça passe aussi par ce que fait l'éco-organisme. Et Oriane Broussard répondait en disant que Citeo a fait des propositions en ce sens. Oui, effectivement, il faut bénéficier du circuit logistique actuel, en tout cas, qui existe pour pouvoir capter ce gisement. Et Jean-Pierre parlait de le mettre dans les biodéchets,
c'est un petit peu dangereux selon nous parce que on risque d'avoir des confusions de la part des consommateurs sur le type de plastique qui pourrait aller dans une collecte biodéchets ou dans leur composteur individuel. Cela dit, il y a aucun problème pour faire coexister ces deux filières à partir du moment où on arrive à bien les séparer et qu'elles ne se perturbent pas, quoi. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument travailler, c'est la non-perturbation par des nouvelles résines compostables dans des flux recyclables actuellement qui pourraient être problématiques. Donc on en revient à l'usage, et c'est vraiment l'usage, je pense, qui doit driver l'utilisation ou pas de ces nouveaux plastiques.